Faut-il investir dans les large cap américaines? C'est ce qu'on va voir ensemble. Je suis allé sur ce site pour récupérer la liste de tous les plus grosses large cap américaines. On a fait la vidéo du top 10 et la vidéo du top 20. Je vous renvoie sur la chaîne. Et maintenant, on va s'intéresser au top 30. On va de United Health jusqu'à Wells Fargo. On y va tout de suite. Je vous ai préparé une watchlist ici. Comme d'habitude, on a toujours nos colonnes habituelles, les symboles de cotation d'entreprise, le nom d'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière, la croissance, les multiples de valorisation, les ratios de rentabilité, l'endettement, le rendement du dividende et le rendement d'actionnaire, free cash flow, bénéfice net, payout ratio. On commence tout de suite avec le premier dossier de cette sélection, c'est United Health. C'est un assureur en réalité, 359 milliards de dollars de market cap, 10,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc bonne croissance. Pour l'assureur, il vaut mieux regarder le rendement, le ratio coût-bénéfice. On a 17, c'est un peu cher. Nous, on aimerait être en dessous de 10 pour avoir une marge de sécurité. Et on aimerait également avoir une décote sur actifs tangibles. Ce n'est pas du tout le cas ici. Le rendement des fonds propres est tout à fait bon à 22,7%. Un rendement du dividende à 2,1% et un rendement actionnaire à 4,12%. Donc il y a des rachats d'actions assez massifs. Le payout ratio, il est à 35%. Free cash flow équivalent au bénéfice net. Enfin, de toute façon, c'est un assureur, donc on regarde que les bénéfices nets. Donc, on a les moyens de verser ce dividende et on a les moyens de cette rémunération d'actionnaire. Mais bon, du coup, c'est un peu cher payé, une United Health. Donc, moi, je suis plutôt à l'écart des assureurs en général, surtout quand il n'y a pas de décote sur actifs tangibles. Ensuite, on est sur Home Depot Specialty Retails. Donc, c'est le spécialiste du bricolage au détail, de la vente de bricolage au détail. 357 milliards de dollars de market cap. 7,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Toujours une bonne croissance. Il y a quand même de la croissance externe là-dedans. On a une VE sur une EBITDA de 15,2. Ça commence à être cher payé. 24 en ratio coût-bénéfice, 21,9 en ratio cost-cash flow. C'est légèrement cher. Moi, ça, je pense que Home Depot, il faudrait l'avoir à 20 de PE, quoi. Et peut-être 12-13 de valeur entreprise sur EBITDA. Là, c'est un petit peu cher. D'ailleurs, il vaut mieux prendre les free cash flow plutôt que les bénéfices nets pour valoriser l'entreprise, puisqu'elle commence à être un peu mature et qu'elle dégage du flux. Donc, on pourra plutôt utiliser le type de ratio coût free cash flow, on aimerait qu'ils soient en dessous de 20 quand même. Allez, le rendement des capitaux investis, il est à 24,2%, ce qui est élevé, ça c'est pas mal. On a 2,5 fois l'EBITDA en dette nette. Ça commence à être un peu lourd comme endettement. Il va falloir voir la trajectoire de la dette et voir si ça permet de un peu baisser les charges financières. 2,6% de rendement du dividende. Il n'y a quasiment pas de rachat d'actions sur Home Depot. Payout ratio à 60%. Attention que c'est un peu élevé. Bon, par rapport au free cash flow, c'est plus bas que ce qui est indiqué ici, mais on va pas pouvoir augmenter beaucoup le dividende. C'est pour ça qu'il vaut mieux s'y intéresser si les multiples baissent un petit peu et si le prix baisse pour avoir un rendement d'actionnaire qui est à 3%. Là, je pense que c'est un peu cher payé à l'heure actuelle. AbbVie, on est sur une biotech. Alors, c'est plutôt un laboratoire pharmaceutique, maintenant je dirais. 331 milliards de dollars de market cap, 11% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, ce qui est relativement élevé quand même. On est à 14,2 en valeur entreprise sur EBITDA, un peu cher payé. Il n'y a pas de free cash flow. En tout cas, ils ne sont pas indiqués ici, alors il faut aller vérifier. 80 en ratio coût-bénéfice. N'importe quoi à ce niveau de valorisation. Et peut-être qu'il y a de l'exceptionnel du non-cash qui vient impacter les bénéfices, parce que le multiple de valeur entreprise sur EBITDA n'est pas si élevé que ça. On vraiment des capitaux investis à 52%, très élevé, très très élevé. 2,6 fois l'EBITDA en dette nette. C'est lourd comme endettement, surtout pour une biotech. Donc, à voir si le management parle de désendettement ou pas. 3,5% vraiment du dividende. On n'a pas le payout ratio, mais on peut le calculer de tête. Si ça fait, ça va faire 9 milliards de dollars. Ça va faire 10 milliards de dollars à la louche. Ouais, c'est ça. Ça doit faire 10 milliards de dollars à la louche. On a 4,15 milliards de dollars de bénéfices nets. Attention, il faudrait vérifier les free cash flow pour savoir si on a versé le dividende à crédit ou pas, et si c'est soutenable. Ensuite, on passe à Coca-Cola, le leader mondial des boissons gazeuses non alcoolisées. 309 milliards de dollars de market cap, 4,8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça commence à être mature, Coca. Et pourtant, les multiples sont élevés. On a 20 en valeur entreprise sur EBITDA, 29 en ratio coût-bénéfice, 15,6 le rendement des capitaux investis. Donc ça, c'est un peu cher payé. La rentabilité est bonne, d'accord. Bon, il y a un petit peu de dette, 2,3 fois les bilans en dette nette. 2,8% de rendement du dividende, c'est pas exceptionnel. 3% de rendement de l'actionnaire. Free cash flow négatif, donc on a versé tout ça à crédit sur Coca-Cola. Je trouve que c'est un peu cher quand même. Bien sûr, la boîte est qualitative. Ils ont un moat avec leur réseau de distribution. Mais
c'est un peu cher payé pour le niveau de dividende qui est un peu faible, la croissance qui est un peu maigre, donc et un peu d'endettement. Donc plutôt à l'écart de Coca-Cola. Ensuite, Bank of America, la troisième banque US, 308 milliards de dollars de market cap, 2,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, pas de croissance sur le secteur. Un price earning de 12,2. Nous, on veut une banque à moins de 10, hein, sinon il n'y a pas de marge de sécurité. Et on veut une décote sur actifs tangibles, ce qu'on n'a pas ici. Donc, plutôt trop cher payé pour moi. Vraiment des fonds propres qui est faible hein, pour une banque. On est à moins de 10%. On veut minimum 10% vraiment des fonds propres. 2,55% de rendement du dividende, 8% de rendement d'actionnaire. Il y a des rachats d'actions énormes quand même hein, sur Bank of America. On a un payout ratio à 34%. Donc, on a les moyens de cette rémunération d'actionnaire à l'écart de Bank of America, pas de décote et rentabilité un peu faible. T-Mobile, on est sur le numéro 1 des télécoms aux US, 288 milliards de dollars de market cap, 12,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça, à mon avis, ça inclut de la croissance externe, hein, parce que la croissance organique n'est pas à ce niveau dans les télécoms. On est à 11 en valeur d'entreprise sur EBITDA, en 24 à 25 en ratio court-bénéfice et 10,7 en ratio free cash flow. Ça me paraît un peu cher payé hein, pour une télécom. Maintenant, il y a quand même un peu de croissance, mais bon, c'est pas forcément la croissance organique. Et pour un secteur mature, ça me paraît quand même un peu cher payé. 8,55 de rendement des capitaux investis. On se rappelle que l'industrie est quand même très intensive en capital, hein, donc c'est pas si mauvais hein, comme rendement, comme rentabilité des capitaux investis. 3 fois l'EBITDA en dette nette, rien à la main à ce niveau pour une société télécom. Hein, elle peut s'endetter jusqu'à 5 fois l'EBITDA puisqu'elles ont beaucoup de visibilité sur leur cash flow futur. Donc elles ont en plus des taux d'intérêt qui sont avantageux. Donc c'est pas un problème ce niveau d'endettement. On est à 1,4% de rendement du dividende, c'est faible hein, pour une télécom. 4,9% de rendement actionnaire, ça c'est un peu mieux, mais peut-être que ceux qui vont sur la télécom préfèrent plutôt le dividende au rachat d'actions. À vérifier donc si c'est, enfin à voir si ça correspond au profil, si vous êtes plutôt en phase de rente ou pas. 15,4%, 15,4 milliards de dollars de market cap, plus élevé, pas de market cap, de free cash flow, pardon, qui sont plus élevés que le bénéfice net. Donc on a les moyens de cette rémunération d'actionnaire à ce niveau. Bon, un peu cher payé, pas assez de dividendes, je pense, pour T-Mobile, plutôt à l'écart. Philip Morris, on est sur le tabac, 271 milliards de dollars de market cap, 4,9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Et je crois que c'est la croissance organique en plus, puisqu'ils trouvent des nouveaux relais de croissance avec la cigarette électronique. Donc, ça tire un peu ça rebooste un peu la croissance, c'est pas si mal. 18,4 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 36 en ratio co-bénéfice, 26,6 en ratio cash flow. Il vaut mieux regarder les free cash flow, puisqu'on est sur une société qui est assez mature. Maintenant, ça me paraît un peu trop élevé hein, pour justement une société mature avec une croissance qui n'est pas exceptionnelle non plus. Mais par contre, la rentabilité est très bonne. Hein, 29,4% de rendement des capitaux investis, ça c'est pas mal. 2,6 fois l'EBITDA en dette nette, un peu trop, entre guillemets, de dette quand même. On est sur pas forcément un secteur qui a beaucoup de visibilité sur les cash flows futurs. Bon, donc il vaut mieux, à mon avis, attendre que ça se désencre un petit peu. On a 3,1% de rendement du dividende, c'est pas très élevé hein, pour le secteur. Hein. Il y a d'autres acteurs qui payent beaucoup plus. Donc un peu cher payé à mon avis ce dossier. On a un payout ratio qui est au-delà de 100%, mais les free cash flow sont plus élevés que le bénéfice net. Bon, on va pas pouvoir augmenter quand même beaucoup plus hein, la rémunération d'actionnaire. Donc vaut mieux laisser ce dossier sur le côté en attendant que ça baisse un petit peu, que les soldes arrivent, hein, parce que là, à mon avis, c'est un peu cher payé. Ensuite, on est sur Salesforce, donc le leader du CRM, 262 milliards de dollars de market cap, 17,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc on a toujours de la croissance hein, dans le secteur du logiciel, ça c'est bien, même si on a une énorme market cap. 22 fois la valeur d'entreprise sur l'IDA, 43 en ratio co-bénéfice, 21 en ratio co-free cash flow. Alors, attention que les free cash flow sont gonflés par les stock-based compensation. Donc il faut retraiter ça. Stock-based compensation, c'est la rémunération en action des salariés. Donc les free cash flow, ils sont gonflés à cause de ça. Et à mon avis, les free cash flow sont plus bas que ce qui est indiqué ici. Ce qu'on voit, c'est que les deux autres multiples sont quand même très élevés, hein, même s'il y a de la croissance, même si, alors on n'est pas hyper rentable non plus. Hein, on a 9% vraiment des capitaux investis. Pour une boîte tech qui n'a pas besoin de beaucoup de capital, ça me paraît trop élevé, hein, trop faible hein, comme rentabilité. Bon, à ce niveau, surtout, c'est un peu cher payé quand même. On est cash net sur cette force. 0,6% de rendement du dividende, rien d'exceptionnel. 3% de rendement de l'actionnaire. Par contre, il y a des rachats d'actions assez gigantesques. On est sur 12,4%. Alors, ouais, les free cash flow sont 2 fois plus élevés que les bénéfices nets, mais ils sont artificiellement gonflés. Bon,
Si on se base sur les bénéfices nets, on a le moyen du dividende, mais il n'est pas très élevé, donc il faudrait pouvoir l'augmenter un petit peu quand même. Salesforce, maintenant, c'est trop cher payé, hein. Il y avait une opportunité plutôt début d'année, mais maintenant, ça a trop rebondi. Je pense que c'est plus trop intéressant. Palantir, la nouvelle bulle sur le logiciel, on a 257 milliards de dollars de market cap, 31% de croissance du chiffre d'affaires. En rythme annualisé sur 5 ans, c'est quand même énorme. Mais alors, on a un ratio court-bénéfice à 472 et 195 un ratio court-free cash flow. Des multiples qui sont encore plus élevés que ceux de Tesla, qui est déjà en bulle. Donc là, mais c'est un peu n'importe quoi. On a 6,9% de rendement avec capital investi. Ça peut paraître faible, mais c'est qu'en fait, la société a dépassé son seuil de rentabilité que très récemment. Donc pour l'instant, on n'a pas une forte rentabilité. On est cash net toutefois, donc c'est déjà ça. Pas de dividende, de la dilution à gogo, parce qu'il y a des stock-based compensation, évidemment, sur Palantir. Complètement à l'écart de ce dossier qui est beaucoup trop cher payé, hein. Faut se calmer parce que enfin, Nvidia a plus de croissance et est valorisé, mais beaucoup moins cher que ça. Donc, je comprends pas pourquoi on va aussi loin sur Palantir. Wells Fargo, la banque US, 239 milliards de dollars de market cap, une décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, c'est jamais bon, hein. Un ratio court-bénéfice à 13,2, donc pas de décote, on préfère être en dessous de 10 hein, pour une banque. Et pareil sur actifs tangibles, on préfère une décote sur actifs tangibles parce que là, on est surcoté. Si vous savez lire le bilan d'une banque, pourquoi pas, hein, mais si vous ne savez pas lire le bilan d'une banque, eh bah, demandez une décote sur les actifs de la banque parce que c'est trop compliqué à analyser. Un rendement des fonds propres à 11%, c'est rien d'exceptionnel. Bon, c'est au-delà de 10 déjà, c'est pas mal, mais c'est rien d'exceptionnel. 2,2% de rendement du dividende, 9,7% de rendement des fonds propres. Ils rachètent de façon titanesque leurs actions hein, sur Wells Fargo. Le payout ratio est à 31,6%, donc le dividende est assuré à ce niveau. Qu'est-ce qu'on garde dans cette liste? Ah beh, il y a tout qui est remonté en fait. Le début d'année ce début d'année, dans les précédentes vidéos d'analyse, du début de l'année, il y avait quelques opportunités. Mais maintenant, je trouve que tout a trop remonté, hein. Même Salesforce, moi, je trouvais ça intéressant au début de l'année, maintenant c'est déjà remonté. Home Depot aussi, je trouvais ça intéressant au début de l'année. Là, ça peut l'être encore. Allez, à la rigueur, si, vous avez une tolérance sur les multiples que vous payez, il y a encore un peu de croissance, on peut aller sur Home Depot. Mais c'est tout, hein. Le reste, c'est trop cher payé pour moi. Je pense qu'il vaut mieux être à l'écart. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.